apprendre à le poisser et apprendre à coudre. Deuxième année, on apprenait à différencier et débiter les cuirs qu'on avait besoin. Pour le harnais du cheval qu'on a là, on utilisait le cuir premier choix, c'est-à-dire le dos de la vache. C'est un métier rien que pour faire ça. C'est l'orme du collier. Alors, c'est la peau entière d'un mouton, ou à peu près, qui est débitée en morceaux, comme un tailleur pour faire des costumes, parce que entre un poney et un percheron ou boulonnet, enfin les chevaux de trait, il y a quand même différentes encolures. Donc il avait des patrons, et que ces patrons, ils débitaient ces cuirs qu'ils recousaient de façon à obtenir deux jambes. Et ces deux jambes, après, on les remplissait de paille de seigle. Comme vous pouvez le voir, la paille de seigle elle est très longue. C'était pour aller d'un bout à l'autre. Il y a encore 12 heures pour l'habillage. Alors l'habillage, c'est là-dessus, on met le crin animal. Le crin animal, c'est le poil de la queue et de la crinière du cheval qui est passé dans la cardeuse, la machine qui est là. Donc on mettait ça là-dessus. Une toile pour y tenir. Puis ça avait deux fonctions, ça empêchait le cheval de se blesser et ça absorbait la transpiration. Quand la transpiration il y avait tout esquinté, avant que le cheval ne se blesse, ben, ils y changeaient. Mais ils gardaient ça parce que ça, il y a plus de 40 ans que le métier n'existe plus. Et bien, le changement, ils le faisaient l'hiver dans les bêtes ou frontales, suivant les régions. C'est un cuir troisième chaud avec une paille quelconque. Et quand on attache le tout, le joug, les cornes et le coussin, le joug, c'est les pièces de bois qui sont contre le mur là-bas. Alors quand on attache le tout, on mettait ça à la corne pour ne pas le blesser quand on passait avec la largeur qui est débitée sur toute la longueur de la peau. Non pas du dos, mais du flanc, c'est-à-dire la peau du ventre. Pourquoi? Parce que c'est plus souple et plus mince pour pouvoir le torsader et obtenir ça. C'est fini de former sur le moule qui est là. Voilà. Alors ça, c'est destiné à recevoir le timon du char, la charrette. Il passe entre les deux bœufs et il vient se loger là-dedans. Alors, celle-ci, même genre, c'est une très vieille singère. Celle-ci, c'est une des plus vieilles singères, 1990 environ. Donc celle-ci, elle avait une particularité, donc la 550 Surcoise, bien sûr, au-delà de la transformation des peaux en cuir, on fabriquait donc l'aisselle et la chaussure. On a eu la plus vieille entreprise de chaussures de luxe d'Europe, qui date de 1805. Donc si on fait un tout petit peu d'histoire, en 1805, c'était les grandes conquêtes de Napoléon, c'était l'âge d'or de Napoléon. Et donc les noms de saints à cette époque-là étaient bannis des noms de villes. On n'avait plus le droit de s'appeler Saint-Symphorien-sur-Coise, donc ici on s'est appelé Chaussarmont. Pour simple et bonne raison qu'on chaussait les armées de Napoléon. Donc les chaussures, les bottes de soldats fabriquées à Saint-Symphorien-sur-Coise sont allées jusqu'en Russie. Voilà, alors cette machine-là, vous voyez, c'est une machine pour laquelle on peut tourner dans tous les sens. Une machine à pied. Alors, ça va être très pratique pour la chaussure. Des machines spécifiques. Machine à pied. Alors la chaussure. Ici c'était accessoire diffuseur. Enfin, c'était la chaussure Biardel. Vous avez ici un autre exemple, le devant de chaussure. Alors, ça ne correspond pas à celle-ci, mais c'est un devant de chaussure, etc., etc. Pour les talons, pour tout. Nous avons ça. Pour chaque modèle de chaussure en plus. Alors, et puis pour chaque taille, donc il faut s'imaginer le nombre d'emports. C'est pas les mêmes machines, bien sûr, elles sont plus modernes, mais ça fonctionne de la même manière. Voilà. Ça permet. Ah oui, ouais, c'est comme ceci là. Pas laisser les mains. Voilà. Si vous courez avec ça, vous n'en avez pas pour longtemps. Hein. Parce que toutes les coutures vont s'enlever. Donc on vient rajouter la dernière semelle. Là on a de la chaussure de sécurité, donc on rajoute une semelle en plastique. Ou ce qu'il faut hein, maintenant avec les nouvelles normes. Voilà. Et sinon, des chaussures de luxe, hein, c'est tout en cuir. Jusqu'à la semelle. C'est de tremper les peaux dans un bain, donc avec de l'écorce de chêne ou de châtaignier. Et ça dépend. Voilà. Donc le tanin qui est contenu dans ces écorces va se libérer et va transformer les peaux en cuir. Voilà, ça rend les peaux imputrescibles. Donc ça c'est un processus qui est quand même assez long. Ça dure 18 mois. Pour transformer une peau en cuir. Si on veut faire du gant par exemple, c'est pas très épais, donc il va falloir les débiter et les assouplir. Parce que c'est quand même dur. Donc pour obtenir un cuir souple, on utilise cette machine. Par les enfants, cette machine on l'appelle le crocodile. De son vrai nom, le palisson à mâchoire. Vous allez voir, c'est relatif. On va descendre. Et de cette manière-là, vous voyez,
le cuir va s'étendre. Je peux voir. Je me tiens donc. Une partie de bois comme ceci. C'est des outils sur un grand manche, donc ça ne faisait pas trop tirer. Quand leur sabot était à cette forme-là, eh bien il le coinçait dans cette entaille, et comme vous pouvez voir sur les photos, il commençait à creuser. Il est déjà creusé. Alors, toujours. Et là, vous avez un bois qui va permettre à ces couteaux de reproduire exactement la même entaille. Alors celle-là est manuelle, je vais creuser du sabot, et celle-là va nous finir ça. Voilà, en 10 minutes, la paire de sabots était finie. La forme extérieure quand même relativement propre. Et le creusage intérieur, il y a une retouche à faire à la main, bien sûr, parce que là, ça chatouille un peu quand même. Mais sinon, le travail est déjà bien avancé. Oui. Et ça absorbait la transpiration. En outre, ils en mettaient plus ou moins, ça compensait les pointures, parce qu'ils avaient beaucoup d'enfants, et ils se les passaient les uns les autres, vu que c'était très cher. Quelques années après sont arrivés les galoches. Les plus anciens d'entre nous en ont porté. C'était des semelles en bois qui s'appelaient des tacons, et dessus on mettait du cuir. Je vais vous expliquer. C'est plus épais. La semelle est plus épaisse. Oui, C'est à l'envers. c'est à l'envers. On a les traces à l'envers, d'accord. Alors, nos galoches. Alors, c'est donc une semelle en bois. Tout est clouté tout autour. Vous avez de la couture, vous avez des rivets, des œillets. C'était vraiment de la belle chaussure par rapport au sabot. Donc ça tenait les pieds. En dessus, c'était très sain comme matière. Ça absorbait bien la tige dessus. Et ce pied de biche étant orientable, ça permettait de coudre dans tout. Le galocher s'asseyait sur son petit siège. Il avait toujours un tablier bleu qui s'appelait une basane et un pied de fer. Alors ce pied de fer avait un cuir avec un calibre selon les pointures. Il mettait une forme. Il avait un marteau bien spécifique qui lui permettait d'enfiler toutes ses semences au fond de la feuillure sans blesser son cuir. Quand il avait fait un demi-tour, il prenait cette pince-là, il tendait son cuir sur la forme pour le faire bien épouser. Et comme vous avez de ce côté-ci une enclume, ça lui permettait de commencer à faufiler ses semences et il continuait de clouer. Quand il avait fait tout le tour, il prenait son tranchet, c'est donc l'ancêtre du cutter, et il recoupait son cuir. Pareil pour l'arrière, et la galoche était montée. Quand les gens avaient un corps au pied, bien à l'époque où une difforme, qui ça faisait mal, il n'y avait pas de chirurgien. Vous allez voir le cordonnier ou le galocher, il avait des petites aspérités comme ça en bois, plus ou moins grosses. Il les mettait dans cette machine-là, à l'endroit où ça faisait mal, elle est pleine de trous. Il mouillait le cuir de la galoche le soir, il mettait en extension toute la nuit. Le lendemain, il revenait, le cuir était sec, il était déformé. Et les gens n'avaient plus mal au pied. Il allait pour les assouplir avant de les poser sous ses brodequins. Il avait bien entendu un emporte-pièce. Il avait un petit compas qui lui permettait de calculer où il allait faire ses trous. Et les premiers crampons de foot. Alors planté dans le bois de la galoche, c'est un empilage de cuir et puis 3 pointes. Donc il est planté dedans. Et comme le cuir s'usait beaucoup plus vite que les pointes, il montait piquer le pied des joueurs. Et là je pense qu'il devait gagner.